Au programme du point presse de ce jeudi, nous verrons les agendas de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Nous aurons ensuite un point sur les actualités du ministère des Armées, puis un focus thématique. Un focus thématique à l'occasion de l'expérimentation de brigade interarmes BIA 23. Il permettra de faire le point sur le premier déploiement d'une brigade numérique Scorpion, incluant la participation d'une unité belge dans le cadre du partenariat stratégique franco-belge CAMO, capacité motorisée. Le général Romain Charles, chef de la division capacité Scorpion du commandement des forces terrestres, et son adjoint, le colonel Pierre Pierson, officier des forces armées belges, seront avec nous. Enfin, point sur les opérations militaires françaises avec l'état-major des armées. S'agissant des agendas ministériels, en ce qui concerne M. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées se rendra du 2 au 8 décembre, tout d'abord aux Philippines, puis en Nouvelle-Calédonie, à l'occasion du sommet des ministres de la Défense du Pacifique Sud, SPDMM, pour South Pacific Defense Ministers Meeting. Enfin, en Malaisie. Le SPDMM est l'unique enceinte multilatérale de sécurité dans la région Pacifique Sud, au niveau des ministres et chefs d'état-major des pays membres. À travers la présidence de cette 10e conférence, la France souhaite renforcer l'architecture multilatérale de sécurité afin d'affermir notre souveraineté et celle de nos partenaires de la famille du Pacifique, en agissant ensemble face à des menaces communes, tout en intégrant les spécificités du Pacifique Sud. La présidence française de ce sommet organisé en Nouvelle-Calédonie traduit l'importance de la souveraineté de nos outre-mer dans l'environnement indo-pacifique. En ce qui concerne Mme Mirallès, Patricia Mirallès était lundi dernier au Centre national des sports de la défense à Fontainebleau pour poser la première pierre du nouveau village des blessés. Nous évoquerons plus précisément ce projet dans un prochain point presse. Aujourd'hui, la secrétaire d'État se rend à Auschwitz-Birkenau, en Pologne, en présence du grand rabbin de France. Lundi 4 décembre, elle participera à la réunion des membres du G12, les principales associations du monde combattant, à Paris. Mardi 5 décembre, Mme Mirallès participera à la journée nationale d'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie à Port-Vendre, dans les Pyrénées-Orientales. Enfin, jeudi 7 décembre, elle présidera une soirée de mécénat au Val-de-Grâce, dans le cadre d'une opération d'appel aux dons pour sa restauration, notamment à la suite des dommages subis lors de l'explosion de juin dernier. Je profite de ce tour des agendas pour signaler le dernier hors-série des Chemins de la Mémoire, dont la préface est signée par Mme Mirallès. Vous devez avoir des exemplaires qui vous ont été distribués. Ce hors-série sur les femmes combattantes est sorti hier. Il s'inscrit dans le cadre d'une priorité du gouvernement: renforcer la mixité et l'égalité entre les femmes et les hommes, promouvoir le respect des droits des femmes et leur juste représentation dans la société française. En parlant de combattantes, une petite parenthèse avant de passer aux actualités du ministère. Sur la Transat Jacques Vabre, le bateau du Bleuet de France, équipage 100% féminin, est arrivé le 30 novembre en Martinique et termine 34e en classe 40. 44 équipages étaient alignés au départ. La première participation des navigatrices Charlotte Cormoul, 26 ans, et Claire Victoire de Florian, 28 ans. Bravo à elle. Venons-en aux actualités du ministère. Tout d'abord avec un événement pour l'armée de l'air et de l'espace, les 10 ans de l'A400M, célébrés le 11 décembre. Arrivé en 2013 sur la base aérienne 123 d'Orléans, l'A400M Atlas représente une véritable avancée en termes de capacité d'emport, de rayon d'action et de vitesse. Cet avion de transport tactique a su démontrer l'ampleur de ses capacités lors d'opérations d'évacuation, telles que Sagittaire au Soudan et Apagan en Afghanistan, ou de projection, comme Pégase 2022-2023 en zone Indo-Pacifique. Conformément au plan Altaïr de restructuration de l'armée de l'air et de l'espace, lancé en mars 2022,
Sachez que le commandement de rattachement des unités A400M, la brigade aérienne d'assaut et de projection, la BAP, s'installe à Orléans. Désormais présente sur la BA 123, elle bénéficiera également de nouveaux locaux à la Maison des Armées, inaugurés par le général Fabrice Féola, commandant la BAP. Notez enfin que l'armée de l'air et de l'espace dispose actuellement de 22 A400M, dont le dernier exemplaire a été livré le 24 novembre. La base aérienne 123 accueillera au total 25 appareils en 2025 et plus d'une trentaine en 2030. N'hésitez pas à contacter le CIRPA Air pour plus d'informations si vous le souhaitez. Toujours du côté des équipements, une actualité concernant les fameux canons César. Entre 2022 et 2023, 30 canons César prélevés sur les stocks de l'armée de terre ont été cédés à l'Ukraine. Le ministre des Armées s'était engagé à ce que l'armée de terre soit recomplétée d'ici décembre 2024 dans le cadre du passage à l'économie de guerre. Les premiers César 9 arrivent en régiment pour remplacer ceux cédés à l'Ukraine. C'est un résultat fort et tangible de l'économie de guerre voulue par le président de la République qui permet à Nexter de produire un César en 15 mois contre 30 mois avant le début du conflit. Je passe maintenant à plusieurs actualités en lien avec le secteur de la cyberdéfense. D'abord, un événement organisé dans le cadre de l'European Cyber Week, le DGHAC, organisé par le Centre DGA Maîtrise de l'information, DGA-MI, et ouvert à tous. Le DGHAC s'est déroulé du 16 novembre jusqu'à ce jour. Objectif, mieux faire connaître les métiers de la cybersécurité aux étudiants ou aux professionnels du secteur. C'est une compétition pédagogique de type CTF, Capture the Flag, avec pour but de mettre à l'épreuve les connaissances et compétences dans les domaines liés à la sécurité. Le DGHAC est organisé sous forme de challenge, de hacking, à partir d'une plateforme en ligne. Il propose des thématiques rarement, voire jamais, abordées par les autres CTF, reflet direct des activités de la DGA en cyber. Tous les scénarios du DGHAC sont conçus en collaboration avec les cyber-experts de DGA-MI. Ces challenges sont dédiés à la détection, au développement, à la rétroconception, à la cryptographie ou encore à l'investigation numérique. Cette année, plus de 1600 participants, dont près de la moitié d'étudiants, se sont confrontés à ces épreuves. Les mieux classés se verront proposer un entretien pour effectuer un stage ou occuper un emploi en CDI à DGA-MI. Cette prise de contact était également l'occasion d'échanger avec des représentants de la DGA sur des opportunités de métier et de stage. Il y a eu quelques interruptions dans les vidéos, je ne sais pas si effectivement il y a eu une extension de DGHAC jusqu'ici, mais c'est rétabli. Autre actualité, cyberdéfense, avec la 7e édition d'un exercice de la Marine nationale qui se termine demain. E égale MC 23. Je pense qu'on le dit bien comme ça, Sébastien. Donc E égale MC 23 du 20 novembre au 1er décembre. Cet exercice ambitieux a permis de simuler une attaque cyber majeure, mise en œuvre par un adversaire doté de ressources financières, humaines et techniques considérables, et a amené la marine à déclencher sa chaîne de crise cyber. 3000 marins ont été directement exposés à des scénarios cybernétiques, contribuant ainsi à leur préparation opérationnelle et à la sensibilisation aux enjeux cruciaux de ce domaine. Aligné sur les objectifs de Polaris, un des 3 axes du plan Mercator, E égale MC23 vise à préparer la marine à faire face aux défis de la guerre cyber dans un contexte de haute intensité, englobant tous les champs de conflictualité, authenticité de l'exercice poussé à l'extrême, avec réalisation d'attaques sur systèmes réels utilisés au quotidien par les marins dans les opérations. Pour la marine, la cyberdéfense représente avant tout la garantie de maintenir son activité opérationnelle dans un contexte cybernétique menaçant. Dans cette optique, d'importants efforts sont dirigés vers le Centre Support Cyberdéfense, CSC, véritable centre expert fusionnant l'expertise des systèmes navals et de la cyberdéfense et montrant une grande réactivité grâce à ces groupes d'intervention cyber GIS. Enfin, dernière actualité cyber,
Sachez que le ministère des Armées et le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse organisent 2 demi-journées autour des métiers du numérique, le 6 décembre, dans le 7e arrondissement de Paris. Ces journées sont organisées dans le cadre du programme numérique des métiers pour toutes, initié en 2022 par le SGA et plus spécifiquement par la délégation à la transformation et à la performance ministérielle, la DTPM. Objectif, attirer davantage de talents féminins dans les métiers du numérique. Ce programme a pour vocation de valoriser des métiers numériques d'avenir auprès des collégiennes et lycéennes. 100 élèves de collège et lycée sont attendus, filles et garçons en l'occurrence. Jeux de plateau pour découvrir l'intelligence artificielle, ateliers de code et de robotique, ateliers deepfake, escape game mobile, etc. Avant de conclure ce point sur les actualités, une dernière information sur le recrutement des ingénieurs militaires de l'infrastructure, IMI, lancé hier. Pour rappel, les ingénieurs militaires de l'infrastructure recrutés rejoindront le corps des officiers ingénieurs du service d'infrastructure de la défense, le SID. Le SID recrute sur épreuve ou sur titre des IMI ainsi que des officiers sous contrat. 50 postes sont à pourvoir chaque année. Sachez que la carrière d'un IMI offre de nombreuses possibilités d'affectation en France, outre-mer et à l'étranger. Elle offre aussi l'opportunité d'expériences opérationnelles, 4 à 6 mois, auprès des forces déployées en opération. Je vous invite à visionner la vidéo sur le compte LinkedIn du SID avec des témoignages d'ingénieurs et ingénieurs étudiants. Enfin, je termine avec l'exercice interallié Olympic Cooperation, OLICO, qui s'est déroulé du 10 au 25 novembre en Grèce. À l'occasion de la relève du mandat Aigle en Roumanie, l'état-major opératif du CTE, Commandement Terre Europe, s'est engagé dans une triple mission: assurer la relève des matériels majeurs déployés en Roumanie, diversifier les modes et les voies d'acheminement en réalisant, pour la première fois, une relève par la voie sud, Méditerranée, et par la même occasion, participer à l'exercice OLICO aux côtés des forces armées grecques. Après 4 mois de mission opérationnelle en Roumanie, les unités de la 7e brigade blindée effectuent cette bascule logistique tout en intégrant un exercice majeur avec un allié de l'OTAN. Les objectifs d'OLICO, travailler l'interopérabilité avec les alliés grecs sur des exercices exigeants, que ce soit dans la conception et la réalisation d'un cycle d'ordre complet, l'intégration des moyens de transmission ou le partage de savoir-faire du combat d'infanterie mécanisée et de la cavalerie blindée. Le partenariat stratégique entre la France et la Grèce est basé sur une relation militaire bilatérale forte et ancienne, consolidée par de nombreux engagements communs. La participation à l'exercice s'inscrit pleinement dans le renforcement de la coopération militaire entre nos pays. Cet exercice de l'armée de terre me permet de faire le lien avec une autre coopération franco-belge et le focus thématique de cette semaine. Mais avant de démarrer le focus, avez-vous des questions en salle ou en audio ? Bien, nous passons donc au focus consacré au premier déboiement d'une brigade Scorpion enrichie d'une participation belge dans le cadre du partenariat stratégique franco-belge CAMO, capacité motorisée. Ce déploiement se déroule à l'occasion de l'expérimentation Brigade Interarmes 23, BIA 23, exercice de haute intensité qui se déroule depuis le 13 novembre et jusqu'au 7 décembre dans les camps militaires de Champagne ainsi qu'en terrain libre. Une journée a dû rester ouverte à la presse ce mardi dernier. L'expérimentation fait intervenir pour la première fois une brigade interarmes Scorpion entièrement équipée. Elle est conduite par les régiments de la 6e brigade légère blindée, ainsi qu'un sous-groupement tactique interarmes belge. Elle mobilise une douzaine d'unités, soit 3700 militaires de l'armée de terre, majoritairement issus de la 6e BLB. Cette expérimentation technico-opérationnelle est dirigée par la 3e division. C'est un jalon essentiel de la transformation capacitaire de l'armée de terre. D'un point de vue doctrinal, cet exercice contribue à valider une chaîne de commandement infovalorisée de bout en bout. BIA 23 conforte en outre
le rôle fédérateur de la France comme puissance militaire capable d'assurer la responsabilité du commandement d'une opération interarmée en qualité de nation cadre. Pour vous en parler plus précisément, je vais céder la parole au général Romain Charles, chef de la division Capacité Scorpion du commandement des forces terrestres, le CFT, et au colonel Pierre Pierson, son adjoint belge. Mon général Romain, mon colonel, c'est à vous. Voilà, vous y êtes. Alors, quel est le contexte? BIA 23, en fait, le contexte, c'est une armée de terre qui se met en œuvre une démarche cohérente d'évolution et de renouvellement de ses capacités. L'objectif est très clairement de surclasser un ennemi de même niveau dans un combat de haute intensité. Cette évolution s'exprime par une feuille de route globale, émaillée de rendez-vous. Le premier d'entre eux était la projection d'un groupement tactique interarmes, c'est-à-dire un régiment, équipé Scorpion, en 2021. Cette première marche a été franchie avec succès, avec une projection en bande sahélo-saharienne au Mali en 2021. L'expérimentation BIA 23 est une seconde étape de cette modernisation. De quoi s'agit-il? L'expérimentation technico-opérationnelle, expérimentation parce qu'on va tester, technico-opérationnelle parce qu'il y a une partie où il faut rentrer dans le cœur des systèmes et une partie où il y a des gens qui sont sur le terrain et qui vont se déployer. Ça vise à apprécier l'aptitude opérationnelle de cette brigade interarmes. La brigade, c'est 3 000 à 6 000 personnes. Là, on est au-dessus de 3 000 et on trouve 3, 4 ou 5 régiments. La brigade va déployer environ 400 mobiles connectés, des véhicules ou des piétons. On y trouvera tous les métiers, infanterie, artillerie, génie, logistique, renseignement, et j'en passe. Ces mobiles partageront des données numériques. Une donnée numérique, c'est une position, une cible, un ordre, une demande, un compte-rendu. Les évaluations de BIA 23 vont donc mesurer la performance à la fois du niveau de partage de l'information de ces mobiles connectés, mais également la performance de la connectivité de l'ensemble de ces mobiles. Donc on attend vérifier que tout est connecté et que les échanges se passent de la meilleure façon. BIA se déroule en terrain libre, avec environ 3 700 personnes, 500 véhicules, à noter une centaine de véhicules Griffon, 13 véhicules Jaguar, des blindés à roues. À cette occasion, on mesurera la performance, tout particulièrement, des nouveaux engins. Je pense à deux d'entre eux, le Griffon véhicule d'observation d'artillerie, celui qui voit les objectifs qui sont ensuite transmis de manière numérique au canon César, mais aussi des véhicules comme le Griffon SOTM, Sat on the Move. C'est un véhicule qui permet d'avoir une connexion satellite en déplacement. Cette évaluation porte sur une dizaine de programmes. Je ne vais pas tous vous les évaluer, vous les présenter. Il y a les postes radio contact, les systèmes d'information, le hub qu'on peut trouver au niveau d'un PC de brigade. On trouve des nouveaux véhicules Scorpion évoqués. Le système d'information du combat Scorpion, c'est ce qui permet de parler, d'échanger dans un régiment, GTIA. Nous aurons une nouvelle version débarquée. Donc le piéton pourra en avoir une aussi. Cette expérimentation a eu une phase de préparation amont, avec une sorte de warm-up technique et tactique. Depuis lundi jusqu'au 7 décembre se déroule le déploiement effectif et les tests. Alors avec qui? Cela vous était dit. Cette expérimentation est également un exercice interallié avec la composante terrestre belge. On parle aussi armée de belge, au titre du partenariat stratégique Calmo qui va vous être présenté. Cela conforte très clairement le rôle fédérateur de la France comme nation militaire capable d'engerber des alliés dans une opération. Pierre?
Voilà, je vais vous présenter quelques mots au sujet de CAMO. Donc, comme l'a dit le général, CAMO, ce n'est pas une abréviation de camouflage, mais c'est bien une abréviation de capacité motorisée. Donc, CAMO, c'est un partenariat qui est né avec la signature d'un accord intergouvernemental entre nos deux pays en 2018 et qui vise à renouveler le matériel majeur de la capacité motorisée de la composante terre belge. Et tout cela en se raccrochant effectivement au programme Scorpion qui avait été lancé quelques années plus tôt par l'armée de terre française. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre le plus haut degré possible d'interopérabilité avec notre partenaire et de viser une parfaite intégration de nos capacités en partageant le cœur du programme Scorpion, donc le fameux combat infovalorisé dont vient de vous parler le général Charles, mais également par le biais de l'acquisition de plateformes communes, donc des véhicules qui sont les véhicules Griffon, qui sont les César, qui sont le Jaguar, le Serval, etc. Tous ces véhicules qui commenceront à être livrés entre 2025, à partir de 2025 et jusqu'à 2030. La finalité du partenariat, c'est bien de faciliter les engagements opérationnels communs, dans un esprit plug and find. Donc tout cela grâce à un travail qui est mené au jour le jour, déjà aujourd'hui, un travail commun de part et d'autre de la frontière pour rapprocher autant que possible l'organisation de nos unités, de rapprocher la formation et l'entraînement de nos gens et de s'approprier la doctrine, les moyens de simulation, etc., jusqu'à parvenir in fine à l'identique. Et au bout du compte, à l'entraînement comme en opération, toutes les unités belges seront capables de s'intégrer dans un dispositif français et inversement, sans devoir prendre la moindre mesure technique supplémentaire que pour pouvoir rendre la chose faisable. Planche suivante. CAMO, c'est donc déjà une réalité bien concrète aujourd'hui. Comme l'a expliqué le général tout à l'heure, nous avons déjà effectivement un détachement qui est déployé en Roumanie, complètement intégré dans le contingent français. C'est déjà en cours depuis 1 an et demi, donc ça fait déjà quelques rotations qui ont été assurées, et tous les retours d'expérience des différents contingents qui se sont succédés sur ce théâtre d'opération sont tous extrêmement positifs, et tout cela s'inscrit effectivement dans le prolongement du partenariat CAMO. Ce partenariat, il est réalisé également par un travail en commun avec toute une série de cadres qui sont insérés dans la structure du partenaire. Donc nous avons des cadres qui sont des cadres belges insérés dans la structure française et inversement des cadres français insérés en Belgique. Et la finalité ou la raison d'être de ces insérés, c'est bien de faciliter l'appropriation par la partie belge des méthodes de la doctrine française, mais également, pour une partie d'entre eux, de renforcer le corps des instructeurs dans les différents organismes de formation, d'un côté comme de l'autre de la frontière, puisque des stagiaires d'un côté comme de l'autre iront suivre des formations binationales. Donc, le volume des formations binationales va crescendo. Chaque année, les deux parties organisent de grands exercices pour que le partenaire puisse participer à ce même exercice dans le but que nos unités se familiarisent effectivement à mettre en pratique, je vais dire, ce partenariat. Ce partenariat, on peut le considérer comme étant unique. S'il est unique, c'est parce qu'on peut franchement constater qu'il y a une véritable volonté qui est partagée de part et d'autre de la frontière d'en faire une véritable success story. Et cela à tous les échelons. C'est vraiment du vivant, depuis le sommet de la hiérarchie de part et d'autre jusqu'aux plus bas échelons dans les unités qui sont appelées à réaliser le partenariat sur le terrain. Cela est basé sur une relation qui est véritablement équitable et qui est reconnue comme étant mutuellement bénéfique pour les deux parties. Évidemment, la proximité géographique entre nos deux pays, le partage d'une langue commune, etc., sont des facilitateurs, c'est évident, mais ça n'empêche, il y a également, je vais dire, tout l'aspect historique opérationnel. Ça fait déjà de nombreuses années que soit nous partons comme voisins sur différents théâtres d'opération, soit voisins, soit carrément intégrés, tel que ça a été le cas, par exemple, en ex-Yougoslavie, au Kosovo, mais également comme voisins au Liban, en Afghanistan, voire en Afrique. CAMO, comme je l'ai dit, ça va reposer pour une partie sur l'acquisition de véhicules. Quand on sait que la durée de vie des véhicules, c'est de plus ou moins 30 ans, quelque part, c'est le gage d'un partenariat qui va s'inscrire dans la durée,
Qui plus est, la partie belge est fort attentive au développement de différents programmes d'acquisition actuels, mais également futurs. Donc, il y a de solides relations qui sont établies entre la DGA et notre direction générale des ressources matérielles, qui travaillent ensemble, de concert, sur les prochaines acquisitions, telles que par exemple le VBAE, véhicule blindé d'aide à l'engagement. Donc c'est un véhicule blindé de reconnaissance qui doit encore être acquis par les deux parties. C'est donc un partenariat qui est win-win de bout en bout, puisque même pour nous, pour les industriels belges, les industriels belges contribuent à la production de certains composants de ces fameuses plateformes communes. Voilà. En quelques mots. Merci Romain, merci mon colonel. Y a-t-il des questions en salle ou en audio sur le focus qui vient de vous être présenté? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au tour des opérations qui va être assuré par le colonel Pierre Godillère de l'état-major des armées. Merci mon général. On va rester dans l'OTAN, en commençant par la mer Baltique, avec depuis le 20 novembre un avion de patrouille maritime Atlantique 2 et un navire chasseur de mines tripartite, l'Aigle, qui participe à l'exercice Freezing Wings, organisé chaque année par la Finlande. Déployé pour la première fois sur la base aérienne de Tampere, en Finlande, l'Atlantique 2 a effectué plusieurs vols de patrouille maritime dans des conditions météorologiques polaires. De son côté, le CMT L'Aigle a effectué des manœuvres de ravitaillement avec le navire polonais de lutte contre les mines Tcherniki, et c'est aussi le vaisseau amiral de la force de guerre des mines de l'OTAN. Les navires participants ont ensuite pris part à une séquence de chasse aux mines sous-marines dans le cadre de cet exercice. Dans les airs, le 22 novembre, une mission Air Shielding qui a inclus 2 Rafales français et un avion ravitailleur A330 MRTT Phoenix, et dont le thème était le ciblage dynamique. Cet exercice s'est tenu aux côtés d'aéronefs italiens et polonais, et les avions de chasse français ont conduit cet exercice depuis la France, dans le ciel polonais et au-dessus de la mer Baltique. Puis le 28 novembre, toujours un A330 MRTT Phoenix a participé à un nouvel entraînement des forces de l'OTAN en mer Baltique à proximité des côtes suédoises, permettant ainsi le ravitaillement de F-18 finlandais et qui était en exercice de défense aérienne avec des avions de chasse suédois, des Gripen suédois. En Lituanie, dans le cadre de la participation française à la mission OTAN de police du ciel Enhanced Air Policing, 4 Mirage 2000-5 du groupe de chasse 1 de Cigogne sont arrivés en Lituanie. Le détachement, donc mardi, le détachement composé d'une centaine d'aviateurs français a été accueilli par l'armée de l'air italienne qui, elle, termine son mandat sur la base aérienne de Šiauliai. Et à compter du 30 novembre, donc aujourd'hui, les Mirage 2000-5 tiennent l'alerte réelle, EAP, donc Enhanced Air Policing, conjointement avec l'armée de l'air belge et CF-16. Et ensemble, ils veilleront, et l'armée de l'air belge tient le plot principal de ce Baltic Air Policing. Ensemble, donc les deux nations veilleront à garantir l'intégrité de l'espace aérien balte en conduisant des missions de surveillance et de vérification en cas de pénétration interdite de l'espace aérien. Pour la France, il s'agit de sa 10e participation à cette mission de police du ciel et son 7e déploiement avec des avions de chasse en Lituanie, ce qui illustre la solidarité stratégique des armées françaises au sein de l'Alliance, d'une part, et puis une forte relation bilatérale avec la Lituanie. Depuis 2014, les Alliés mettent en œuvre un dispositif de police du ciel cohérent sous le commandement de l'OTAN, et donc qui a donné lieu à ce fameux EAP, Enhanced Air Policing, et les armées françaises y contribuent régulièrement en déployant leurs avions de chasse. L'année dernière, c'était à partir du 1er décembre 2022 pour 4 mois également. En Estonie et sur terre, cette fois-ci, du 23 au 26 novembre, la compagnie d'infanterie légère déployée depuis fin août a conduit un exercice de combat urbain en Lettonie, dans la ville de Skrunda. La séquence s'est déroulée au sein d'un centre d'entraînement en zone urbaine et a permis de faire évoluer la compagnie légère française aux côtés d'une unité de la garde nationale lettonne. Cet exercice bilatéral marque le développement de l'interopérabilité entre les deux armées et le renforcement de savoir-faire commun.
Il rappelle par ailleurs l'engagement français dans les États baltes dans tous les milieux et au profit d'un renforcement de la posture défensive et dissuasive menée par l'OTAN sur le flanc est de l'Europe. En Roumanie, du 13 au 15 novembre s'est déroulé l'exercice de tir de grande ampleur Eagle Fury, nous l'avions abordé la semaine dernière, impliquant les composantes françaises et belges du bataillon multinational. Sur le camp de Chincu, près de 900 militaires ont pu éprouver les procédures communes aux tirs petits et moyens calibre, ainsi qu'aux tirs de mortier et d'obus. Toujours dans une logique d'approfondissement de l'interopérabilité et d'approfondissement des capacités tactiques indispensables à la haute intensité, l'exercice Eagle Sapper a permis aux unités du génie, français et belges du bataillon multinational, je vais y arriver, de s'entraîner aux côtés de leurs homologues roumains au franchissement de cours d'eau et au maniement d'explosifs. En Méditerranée occidentale d'abord, l'activité de coopération opérationnelle Chebec 23 a débuté le 20 novembre pour une séquence de manœuvres conjointes entre la marine royale marocaine et la marine nationale française. Pour cette mission, la frégate Tariq Ben Ziyad et la frégate Lafayette, ainsi que leurs hélicoptères, vont approfondir leurs procédures et leur savoir-faire commun en matière de gestion de crise, de sécurité et de sûreté maritime. Chebec 23 s'inscrit dans la dynamique générale de coopération entre les forces navales marocaines et la marine nationale française. Toujours en Méditerranée occidentale, un entraînement de défense aérienne le 28 novembre autour d'un exercice qui s'appelle Circaet, un exercice de sûreté aérienne, et dans laquelle plusieurs nations du pourtour méditerranéen ont participé avec leurs avions de police du ciel, en fait. L'objectif était de s'exercer aux procédures des postures de sûreté dans les espaces de sûreté aérienne, dans les espaces nationaux respectifs, du groupe de défense 5+5 jusqu'aux procédures d'interception. Et vous voyez ici un Typhoon italien par exemple. À cette occasion, un A330 MRTT Phoenix de la 31e escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégique, basé à Istres, a joué le rôle de plastron pour entraîner les différentes permanences opérationnelles, illustrant l'engagement commun pour œuvrer à la sécurité aérienne de la région. En Égypte. Next. Après 5 jours de mer, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude a fait escale à Chypre le 25 novembre afin d'embarquer des personnels soignants civils et militaires du BMPM, Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, de l'UISC 1, l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 1, donc des moyens militaires mis pour emploi auprès du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, et de la réserve sanitaire du ministère de la Santé et de la Prévention. Le PHA a accosté ce 27 novembre, lundi, fin d'après-midi, dans le port d'El Arish, en Égypte, pour débuter sa mission en coordination avec les autorités égyptiennes locales. La mission humanitaire du Dixmude est double, acheminer du fret humanitaire et mettre à disposition la capacité médico-chirurgicale installée à bord du PHA afin de proposer des soins hospitaliers aux civils issus de Gaza. Dès le 28 novembre, la structure hospitalière installée à bord du Dixmude a reçu ses premiers patients arrivés de Rafah et atteints de pathologies lourdes. Ces acheminements sont rendus possibles grâce à une étroite coordination avec les autorités et les services de santé égyptiens. Le PHA Dixmude fait partie d'un dispositif global en Méditerranée orientale. Je vous rappelle que la frégate multimission à capacité de défense aérienne renforcée, la FREM DA Lorraine, poursuit sa mission de surveillance et maintient la capacité autonome d'appréciation de situation de la France au Proche-Orient. Et il y a également le Tonnerre, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, qui, le 23 novembre, a poursuivi ses activités de coopération avec les alliés dans la zone, conduisant à un ravitaillement à la mer, notamment avec le pétroleur ravitailleur italien Vulcano. Ce dispositif global en Méditerranée orientale permet à la France d'être en capacité de répondre, sous très faible préavis, à des sollicitations opérationnelles diverses en fonction des évolutions de la situation dans la zone. À terre et toujours dans cette zone du côté du Liban, le 23 novembre, le contingent français de la Force Commander Reserve a effectué un don de matériel médical au centre de secours du district de Nabatiyeh, situé dans le village de Froun.
Une démonstration de l'utilisation du matériel a été réalisée par un détachement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, déployé au sein de la FCR. La FINUL poursuit son travail de terrain auprès des populations civiles, en lien étroit avec les forces armées libanaises. Un peu plus loin à l'est, depuis le 23 novembre, un avion de guet aérien E2C Hawkeye français est déployé sur la base aérienne 104 aux Émirats arabes unis. C'est un déploiement qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de défense liant la France et les EAU et qui contribue aussi à l'appréciation de situations françaises dans la zone, ainsi qu'à la sécurité régionale en coopération avec nos partenaires. C'est le 2C qui est déployé souvent à bord du porte-avions. Le 26 novembre, la frégate multimission Languedoc, 3 Rafales de la BA-104 ainsi que le 2C Hawkeye ont intégré le groupe aéronaval américain, articulé autour du porte-avions américain cette fois-ci, Dwight D. Eisenhower. En ce sens, la France a concouru à la protection du Ike tout en renforçant sa capacité d'appréciation de situation et de maîtrise des espaces aéromaritimes dans le détroit d'Ormuz. Le Languedoc a par la suite accosté le même jour à Abu Dhabi en vue d'une relève d'équipage. Dans le cadre de l'opération Chamal, le 28 novembre, 2 Rafales de la base aérienne projetée au Levant ont effectué une mission d'entraînement Partner Nation Integration, donc ce qu'on appelle une mission PNI, avec la force partenaire irakienne dans le cadre de l'opération plus globale Inherent Resolve. Ce type d'entraînement au profit de contrôleurs irakiens permet de renforcer la coopération militaire avec les forces partenaires en s'exerçant conjointement aux procédures d'identification, à l'interception radar et aux missions de défense aérienne réparties entre le contrôle et les avions de chasse. Durant le vol, les équipages français ont ainsi testé la réactivité des contrôleurs aériens irakiens et ces derniers ont ainsi pu accroître leur capacité à agir de manière adaptée et graduée selon le niveau de menace tout en maintenant l'interopérabilité avec les chasseurs français. Les entraînements PNI contribuent à l'interopérabilité, comme je viens de le dire, au profit de la coalition internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Levant. On passe en Amérique du Sud. Au Brésil, le bâtiment ravitailleur de force, le BRF Jacques Chevalier, qui est en déploiement de longue durée depuis fin septembre, a mené plusieurs activités opérationnelles avec le porte-hélicoptère brésilien Atlantico. Les 2 bâtiments ont effectué des manœuvres de ravitaillement ainsi que des manœuvres croisées sur la plateforme hélicoptère des 2 navires. Cette séquence a été l'occasion de procéder à l'échange de marins de chaque équipage afin de mettre en commun les savoir-faire entre les 2 marines avec des simulations d'assaut à la mer et entre les 2 bâtiments et afin d'approfondir la coopération entre les 2 marines. Ces exercices préparent la mission de la Jeanne d'Arc 2024 amenée à patrouiller dans les eaux d'Amérique du Sud. Sur le territoire national, mais toujours sur le continent américain, du 23 au 22 novembre, une centaine de militaires des forces armées en Guyane ont mené une opération conjointe de longue durée pour la lutte contre l'orpaillage illégal et la préservation de l'environnement dans l'Est guyanais, en appui de la gendarmerie. Les forces en présence ont mené à bien des opérations d'infiltration, de fouille et de destruction d'une dizaine de sites illégaux de production d'or. Une opération d'envergure a notamment abouti à la saisie de près de 45 grammes d'or et de l'ensemble des moyens de production de ces organisations criminelles sur plus de 10 chantiers illégaux disséminés dans la jungle, regroupant plus de 6500 litres de carburant, des kilos de mercure, des quads et des moteurs, mettant à l'arrêt les activités des garimpeiros dans la région. Toujours pour les forces armées en Guyane, mais afin de protéger l'essai à feu complet du lanceur Ariane 6 au centre spatial guyanais de Kourou, un dispositif de protection interarmée Titan a été déployé le 23 novembre. 130 légionnaires et artilleurs solaires ont ainsi concouru à la sécurisation terrestre de la zone protégée. La protection aérienne a été assurée par les aéronefs Puma et Fennec de la base aérienne 367, renseignés en permanence par les contrôleurs du centre de contrôle militaire, évidemment, complétés par des marins du patrouilleur anti-Guyane, le PAG La Résolue, et de la vedette côtière de surveillance maritime Organabo, qui, eux, assuraient la protection maritime et les approches du centre spatial lors de ces essais. J'ai terminé ce tour du monde et des opérations en général. Je suis prêt à prendre quelques questions si le besoin s'en fait sentir. Merci Pierre. Y a-t-il des questions en salle ou en audio ? C'est ça, main.
Bonjour, mon colonel. Juste une question au sujet du SCAF. Il y a eu une déclaration de la ministre de la Défense belge cette semaine qui indiquait son entrée dans le programme à partir de 2025. Est-ce que vous auriez des informations, des précisions à donner sur cette entrée et sur l'agrandissement du programme à d'autres pays? Alors sur le système du combat aérien futur, je vous renvoie au cabinet du ministère de la Défense notamment. Ce n'est pas dans le périmètre des opérations. Mais je prends votre question. On prend votre question et le CIRPAER vous apportera des éléments de réponse. Merci, monsieur. Autre question? Oui, Aude Leroy, bonjour, indépendante. Vous parlez des premiers patients arrivés en provenance de Rafah sur le Dixmude. Est-ce qu'on peut avoir une idée de leur nombre? Et vous parlez de pathologies lourdes. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que c'est qu'on travaille de secret médical? La réponse est contenue dans la question, Madame Leroy. Donc c'est pour ça que les termes sont choisis. Quant au nombre, c'est pareil, on ne rentre pas trop dans les détails pour les raisons que vous venez d'évoquer. En revanche, dès que le bateau a été à quai, l'organisation avec les Égyptiens a permis d'accueillir très rapidement les blessés et qui ont été immédiatement pris en charge par les équipes médicales à bord, dont je vous rappelle qu'elles sont constituées vraiment de différentes origines, que ce soit du ministère des Armées avec le SSA, le service de santé des armées, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer avec les deux unités que j'ai citées tout à l'heure, et le ministère de la Santé. Voilà, cette sorte de plateau médical prend en charge les blessés qui sont amenés quotidiennement à bord du PHA. Je ne peux pas rentrer dans plus de détails. Ok. Autre question? Très bien. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et pour les différents exposés. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain point presse qui se tiendra ici à Ballard jeudi prochain. Merci et bonne journée à tous.